énergétique et recommandations sanitaires pour une reprise d'activité vertueuse. Pour introduire ce thème, c'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur, donc à la fois à Pierre et moi-même, mais aussi à Adviseo by CETEC au sens plus large, pour plusieurs raisons. Et c'est un thème qu'on abordera avec beaucoup d'humilité aussi. Il nous tient à cœur parce que l'efficacité énergétique, c'est notre premier cheval de bataille chez Adviseo. Et on sent, et je pense que vous le sentez tous dans vos positions respectives, qu'avec la crise sanitaire qu'on connaît et les recommandations sanitaires qui pointent, qui peuvent être durables, on aura l'occasion d'en reparler, on sent que ça pourrait avoir des impacts qui ne sont pas que positifs sur la poursuite des objectifs d'efficacité énergétique, parce que certaines mesures peuvent être contradictoires avec la poursuite de ces objectifs, mais aussi pour des raisons plus d'ordre psychologique, et on y reviendra. C'est un sujet qu'on aborde aussi avec beaucoup d'humilité, parce que la situation elle est complètement inédite, je pense que vous le savez et vous le découvrez aussi dans vos entreprises respectives et collectivités. C'est un sujet qui est nouveau. Le confinement a été une situation très exceptionnelle, on va y revenir. L'après-confinement est tout aussi exceptionnel et peut-être encore plus complexe à gérer dans nos métiers. Et donc, ça demande beaucoup d'humilité de traiter ces sujets parce que ce serait présomptueux de dire qu'on a toutes les réponses. J'espère que vous ressortirez quand même avec un petit peu plus de réponses que de questions, mais pardonnez-nous d'avance si on n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble parce qu'on manque encore un peu de recul, évidemment, et de données sur ce qui est en train de se passer. On va essayer en tout cas de vous apporter un maximum d'informations pour vous aider dans cette situation qui, on le sait, est particulière pour vous aussi. Alors, pourquoi cette thématique? Alors, la première raison qui nous a fait nous pencher sur ce sujet et en faire un webinar, c'est d'abord qu'on a beaucoup de questionnements chez nos clients, chez nos partenaires, et on a réalisé à quel point l'information manquait autour de ces sujets. Et ça nous a donné forcément envie d'en informer le plus grand nombre et de pouvoir échanger et de partager les bonnes pratiques qu'on commence à voir pointer. Ensuite, c'est une thématique qui a des enjeux très forts. C'est ce qu'on vous présente là. D'abord, l'enjeu sanitaire. Donc, rien qu'à la vue de ce masque, je pense que ça peut donner des sueurs froides à beaucoup de monde. On ne voulait pas là revenir sur les chiffres, sur la situation macro du Covid-19. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Vous savez tous les implications et la crise qu'on traverse et qu'on continue de traverser. Par contre, ce chiffre qui nous a intéressé, c'est 71% des actifs qui ont peur d'attraper le Covid-19. Ça veut dire qu'il y a un facteur psychologique important qui vient s'ajouter au risque sanitaire réel. Et ce facteur, il est évidemment susceptible d'avoir des impacts sur nos métiers et sur la durabilité, on va dire, de ce qui est en train de se passer sur le plan du télétravail notamment. Et ça a des impacts dans la manière dont vous abordez aussi la gestion de l'énergie dans vos sites et dans vos bâtiments. L'enjeu environnemental, on ne le redira jamais assez, il n'a pas disparu avec ce qui est en train de se passer. Évidemment, il y a beaucoup de discussions et de débats autour de cette reprise d'activité, comment faire en sorte qu'elle ne soit pas brutale sur le plan du respect de l'environnement. Nous, on va forcément défendre ces aspects-là, et je pense que vous aussi, dans vos fonctions respectives, vous avez cette volonté et cet enjeu. Et bon, je pense que ce chiffre ne vous est pas inconnu. Le secteur des bâtiments participe pour 45% presque de la consommation finale d'énergie en France. Donc, on est sur un sujet qui est loin d'être anodin sur le plan de notre impact environnemental au sens plus large en France. Et ensuite, dernière partie qu'on aura l'occasion d'expliciter pendant ce webinaire, c'est qu'il y a une nouvelle donne en matière d'occupation des bureaux. Vous le constatez tous forcément dans vos locaux respectifs. Donc le chiffre, c'est que la fourchette est assez large, 25 à 40% des salariés qui sont en télétravail, donc 95% des entreprises françaises. Il est assez large parce qu'il intègre la différence régionale. En l'occurrence, la région Île-de-France est par exemple a des chiffres beaucoup plus hauts de télétravail que le reste, que les autres régions. Mais dans tous les cas, ça reste des chiffres importants. Là où on est avec Pierre en ce moment, donc vous voyez qu'on est
dans des salles différentes, mais dans les mêmes locaux à Central Seine, à Paris. Je pense qu'on est encore bien plus de personnes à ne pas être dans les locaux physiquement. C'est-à-dire que 25 à 40% du télétravail, ça ne veut pas dire qu'il y aurait seulement 25 à 40% d'inoccupation, parce qu'il y a des rotations, parce qu'il y a des personnes des roulements dans les entreprises, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc le taux d'occupation, on aura l'occasion d'en reparler, est fortement impacté et peut-être assez durablement. Une phrase qui nous a frappé et qui, on trouve, symbolise bien les choix cornéliens et le dilemme qui peut se présenter à vous dans vos fonctions. En fait, ce n'est pas vraiment un dilemme tel que la phrase est exposée. C'est que le bénéfice, évidemment, le principe de précaution pour les questions sanitaires prévaut sur tout le reste. Et ça, je pense que vous l'avez vu déjà. Et c'est important pour les entreprises et les collectivités de se protéger aussi autour de ces questions-là. Et donc, le fait de perdre en efficacité énergétique pour sauvegarder la santé ne sera remis en cause par personne. Et donc, cette phrase qui a été prononcée, qui est visible dans les recommandations de la CIBSI, qui est une association d'ingénieurs qui a du poids et qui est plutôt respectée outre-Manche, montre bien que ce n'est pas une question. La question sanitaire prime sur tout le reste. Maintenant, l'objectif de ce webinaire, c'est de faire en sorte d'intégrer cette donnée, parce que c'est la réalité, mais tout en respectant les enjeux environnementaux, la performance énergétique. Et on va essayer de voir comment parvenir à concilier les deux enjeux qui sont très forts. Alors, quelques mots, on va passer assez rapidement là-dessus, mais ça nous semblait important pour des questions de légitimité et de crédibilité sur le message qu'on porte. De rappeler, donc on a des clients dans l'audience, mais on a aussi des personnes qui peut-être nous connaissent moins bien, ou pas du tout. Donc ça nous semblait important que vous sachiez qui est Adviseo. By CETEC. Donc by CETEC, comme vous l'entendez, Adviseo est une filiale du groupe CETEC. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le groupe CETEC. C'est un groupe d'ingénierie qui est notamment réputé pour travailler sur des sujets assez complexes et sur des projets emblématiques dont vous pouvez voir certains listés, le viaduc de Millau, la fondation Louis Vuitton qu'on voit en photo. Est-ce que la spécificité, enfin une des spécificités qu'a le groupe CETEC, c'est d'encourager l'intrapreneuriat pour faire émerger des structures et des idées. Et Adviseo, en l'occurrence, est né il y a un peu plus de 5 ans avec cette idée forte d'appliquer le savoir-faire CETEC à l'efficacité énergétique des bâtiments. Et pour ça, Adviseo, donc, il y a quelques chiffres sur ce qu'est Adviseo aujourd'hui et ce qu'on représente. En 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses, évidemment, et on espère réussir à construire une certaine légitimité sur le sujet de l'efficacité énergétique. Sur les 50 collaborateurs, peut-être une précision importante, c'est qu'il y a plus de la moitié de ces collaborateurs qui sont sur des sujets qui sont energy managers et techniciens en efficacité énergétique et qui sont sur le terrain auprès des clients. Donc les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, c'est des sujets qui sont alimentés par cette réalité terrain et on espère que ça se percevra dans les contenus qu'on aura l'occasion de partager. Désolé, il y a le slide qui est resté bloqué. Voilà, quelques mots sur nos domaines d'expertise. Donc, management de l'énergie, évidemment, c'est le cœur de notre sujet. Vous voyez qu'on a aussi de la data science et une plateforme logicielle qui, Adviseo, que certains d'entre vous connaissent et utilisent, qui permet de centraliser les données, de les analyser. Et Adviseo est notamment connu par ses clients et ses partenaires sur cette plateforme de monitoring énergétique. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est un des aspects d'Adviseo qui nous permet aussi d'avoir des données fiables sur ce qu'on va avancer aujourd'hui. Alors, on ne va pas s'attarder, c'est assez difficile de parler de soi, donc on ne va pas beaucoup s'attarder sur ce slide
avec Pierre. Simplement, parce que c'est plus facile de parler de Pierre pour moi que, que de ma personne. Donc Pierre est Energy Manager chez Adviseo et a été un des plus anciens, n'est-ce pas Pierre, chez Adviseo. Et il est certifié CMVP, donc c'est peut-être un des éléments à retenir de la présentation. Peut-être que c'est une méthodologie que vous connaissez, certains d'entre vous. Si tu veux en dire 2 mots, Pierre, pour préciser ce que ça représente derrière. Ouais, alors être certifié, bonjour à tous, hein, être certifié CMVP, c'est en fait pour appliquer tout le protocole international de mesure et de vérification. En gros, c'est un protocole international qui permet en fait d'établir des règles du jeu quand on veut s'engager sur des contrats de performance énergétique notamment. Ça permet en fait d'avoir un processus et un périmètre clair sur comment calculer ces économies d'énergie et puis pour appliquer des bonus-malus sur des contrats de performance énergétique, voilà, pour faire simple. Merci. Et on aura l'occasion effectivement d'y revenir en application directe, je pense, sur les prochains sujets. Voilà, ça y est, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoindraient depuis les dernières minutes. Et on va commencer par un bilan de cette phase de confinement qui a été une phase, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, inédite et exceptionnelle et qui nous a appris pas mal de choses sur le plan de la gestion énergétique. Et donc, ça nous a semblé important de commencer par faire ce bilan pour voir quelles bonnes pratiques on pourrait utiliser pour la période d'après-confinement qui a commencé et qui pourrait durer encore quelques semaines, voire quelques mois. Et Pierre, je vais laisser la main à Pierre pour vous présenter ce bilan. Donc, la première chose qu'on peut regarder, c'est effectivement le taux d'occupation des bâtiments qui est inédit et qui a été inédit pendant la phase de confinement. Donc, on a pris des données de nos différents clients pour essayer d'illustrer le propos et on voit bien qu'à partir du moment où le gouvernement a déclaré la période de confinement, et bien, ça a eu un impact forcément dès le mois de mars et sur nos différentes données d'occupation, on voit que le mois de mars, on tournait autour de 60% d'occupation par rapport à la normale. Donc, ce qui est assez logique en soi, en début du mois de mars, forcément, c'était normal. Et puis d'un coup, ça a fortement baissé. Et puis après, effectivement, au mois d'avril, là, en 100% période de confinement, eh bien, on voit que les bâtiments étaient très, très, très peu occupés finalement, avec un peu plus de 10% d'occupation. Et ce qui est normal, il y a toujours des fonctions qui nécessitent d'être sur les sites. Et de toute façon, vous le voyez bien aujourd'hui, même avec la période de déconfinement, on ne retourne pas en taux d'occupation nominal. Et donc voilà, sur cette phase de confinement et de déconfinement, en tout cas, il y a un impact sur le taux d'occupation. Donc le premier renseignement, c'est voilà, comment transformer ce taux d'occupation inédit qui est assez logique en soi. Vu qu'il y a moins d'occupation, eh bien, je dois avoir une baisse significative de mes consommations d'énergie. Voilà. J'ai la présentation bloquée aussi. Donc en fait, nous, Adviseo, comme l'a dit Xavier, on travaille au quotidien avec des collectivités, avec des salles de spectacle, des musées, des sites industriels, mais évidemment des bâtiments tertiaires. Et ils nous ont sollicité dans ce contexte pour dire je veux limiter ma consommation d'énergie pendant que mes bâtiments sont très peu occupés et sont quasiment fermés. Donc, on a voulu vous présenter des résultats autour d'exemples, de faire un focus sur 2 bâtiments. Alors, le premier, c'est plutôt un bâtiment
type bureau, mais quand même avec une partie salle de conférence. C'est voilà, type campus, campus national, où du coup il y a beaucoup de salariés qui s'y retrouvent en temps normal pour des conférences ou pour des réunions. Et puis l'autre, eh bien, un bâtiment aussi de bureau, plus petit, mais avec une particularité qu'il héberge en fait des salles serveurs pour les différents bureaux des sites européens. Voilà, deux composantes, mais qui, on va le voir, ont un impact, enfin le taux d'occupation a forcément un impact sur les consommations. Donc, sur ce contexte-là, je voulais revenir plus en détail dessus parce que, en gros, ce qu'on a constaté, c'est que le mainteneur, étant quasi seul sur le bâtiment, a eu plus de temps à allouer en fait à la performance énergétique et aux actions en fait permettant de réaliser des économies d'énergie. Donc ça, en fait, ça a été profitable en fait dans ce taux d'occupation inédit pour allouer en fait le temps des personnes à cette partie du travail de la gestion énergétique. Aussi, les donneurs d'ordre ou les maîtres d'ouvrage ont quand même demandé de l'aide aux énergie managers, qu'ils soient internes ou externes d'ailleurs, pour se dire, bah voilà, moi je veux limiter mes consommations d'énergie à l'essentiel. Mon bâtiment ou mes bâtiments sont très peu occupés. Et aussi, ben, je veux quantifier en fait l'impact de ce que je mets en place sur mes consommations d'énergie. Et aussi, eh bien, il y a une relation de confiance en fait qui se crée autour de toute la phase de ce confinement, autour de premièrement des réflexions, des études communes sur bien qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois faire en fait. Ensuite, la réalisation simplement de ce que à la base j'ai décidé de faire, mais aussi de se dire que ce que j'ai décidé de faire, c'est pas forcément gravé dans le marbre et ça peut être continuellement alimenté. Donc, par aussi des tests de comment en fait je vais valider que ce que je mets en place c'est effectif. Et après, combien d'actions j'ai validées, est-ce que au final je peux attester en fait de la bonne réalisation de ce que j'ai décidé de faire. Donc voilà. Donc, premièrement, la chose la plus simple, c'est de se dire, bah voilà, mon bâtiment est très peu occupé. Quels équipements, en fait, je peux tout simplement arrêter parce qu'ils sont inutiles avec des taux d'occupation très faibles. Le deuxième point, c'est de se dire, bah voilà, sur mes équipements qui doivent continuer de tourner, pour X raisons, parce que j'ai des zones occupées, parce que c'est réglementaire ou sécurité, etc. Eh bien, est-ce que sur ces éléments-là, est-ce que je peux peut-être revoir la programmation horaire pour mieux adapter le fonctionnement de ces équipements à mon nouveau taux d'occupation, en tout cas mes nouvelles heures d'occupation. Donc voilà, ça c'est les deux premières choses à mettre en place. Et ensuite, après sur le travail d'analyse, il y a un travail en fait sur les talons de consommation. C'est-à-dire, voilà, j'ai mis en place tout un listing de choses que je veux arrêter ou que je veux changer la programmation. Mais après, par l'établissement, en tout cas l'utilisation du plan de comptage qui peut être réalisé, eh bien, c'est de se dire, moi je vais visualiser les consommations par sous-compteur et voir avec les compteurs par an, voir un petit peu quels équipements derrière, parce que j'ai la connaissance du bâtiment, quels équipements derrière font mes différents appels de puissance. Et de voir après coup, c'est pour ça que je dis que c'est à la base la feuille de route de quels équipements je dois arrêter, c'est pas gravé dans le marbre. Eh bien, après coup, je peux me dire qu'en fait, tel équipement sur telle zone, en fait, c'est pas utile, ou en tout cas, je peux changer la programmation. Et donc, c'est tout ce travail-là d'analyse qui permet en fait d'aller plus loin en fait que la première phase qu'on aurait pu initialement mettre en place. Et aussi, le dernier point, et non des moindres, c'est de se dire, bah voilà, vu qu'effectivement le mainteneur il a plus de temps, eh bien en fait il y a une opportunité en fait de faire des tests sur les commandes GTB.
J'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que durant la vie du bâtiment, eh bien, depuis la GTB, on pense changer la programmation, envoyer un programme aux équipements. Et parfois, en fait, cette commande ne passe pas. Donc là, c'était vraiment l'occasion de se dire, ben voilà, vis-à-vis des nouvelles choses que je dois mettre en place, je vais essayer de les programmer avec mes outils. Et si ça ne marche pas, ça va être l'occasion du coup de valider ou non le bon fonctionnement et de pouvoir peut-être procéder à des réparations. Donc, voilà. Ensuite, avec ce plan d'action et enfin, cette feuille de route, je voulais vous montrer un petit peu l'impact que ça a sur les consommations. Donc là, vous voyez l'exemple des consommations mensuelles d'eau glacée sur mon bâtiment B en question, enfin sur 13 mois. Et ce qu'on peut voir, c'est que grâce au sous-comptage, on peut regrouper la consommation d'eau glacée par des usages. Donc là, au final, sur mon bâtiment, je me retrouve à avoir plusieurs usages. Le premier, c'est la consommation d'eau glacée liée au ventilo-convecteur. Voilà, mon bâtiment est climatisé avec des systèmes de ventilo-convecteurs. Après, également, l'usage sur les centrales de traitement d'air. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vu qu'il y a des serveurs, du coup, il y a des armoires de clim pour toutes les parties informatiques. Et dernier usage, en excluant la partie autre, c'est tout le froid alimentaire et tout le traitement d'air de la partie restauration. Voilà, on se retrouve avec plusieurs usages. Et en temps normal, avant la période de confinement, on voit bien que, évidemment, l'eau glacée dépend de la rigueur climatique estivale exprimée en DJF que vous voyez dans l'axe des ordonnées. Et ce qu'on peut voir, je vais peut-être essayer de prendre le stylet, ça fonctionne. J'ai plus de cliqueur, c'est pas grave. Ce qu'on peut voir, c'est que voilà, en avril 2020, la partie ventilo-convecteur par rapport à avril 2019, eh bien, la partie ventilo-convecteur a été réduite drastiquement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on a arrêté des installations, on a fait reprogrammer en fonction des nouveaux taux d'occupation, et en fait, foncièrement, la consommation d'eau glacée de cette partie-là s'est réduite. Et au final, on se retrouve avec bien moins de 79% de consommation sur juste cet usage-là, ce qui est colossal. Et puis, de la même manière, bien sûr, la centrale d'air, on retrouve le même ordre de grandeur avec moins 75% de la consommation d'eau glacée. Et après, forcément, il y a des consommations que je ne peux pas éviter. Donc, typiquement, dans ce cadre-là, ça va être tout ce qui est ventilo-convecteur sur mes zones occupées. Et puis aussi mes ventilo-convecteurs, par exemple, pour des locaux spécifiques, d'étages ou des salles de réunion, etc. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est que sur tous les 13 mois, on voit toujours mon talon de consommation qui correspond à la partie informatique, qui forcément reste constant malgré le confinement. L'autre point intéressant de montrer, c'est la consommation d'eau chaude du bâtiment. Donc là, inverse, la consommation d'eau chaude dépend de la rigueur climatique hivernale. Et puis, pareil, en avril 2020 par rapport à avril 2019, je retrouve aussi quasiment les mêmes usages, avec l'eau chaude sanitaire qui est également présente, mais on voit que la partie ventilo-convecteur, alors par contre le mois d'avril 2020 a été quand même clément, donc ça aurait forcément eu un impact dans tous les cas, mais le fait que voilà, on a drastiquement baissé les consommations avec moins 95% sur les ventilo-convecteurs sur la partie eau chaude et moins 96% quasiment plus rien sur les CTA, ça montre bien que du coup l'impact du travail réalisé sur l'arrêt, la reprogrammation de ce qui a pu être reprogrammé. Et puis effectivement, dernier point, vu que le restaurant d'entreprise est fermé pendant le confinement, forcément tous les équipements liés sur la partie eau chaude ont bien sûr été arrêtés. Donc voilà, une baisse significative des consommations d'eau chaude sur cette période de confinement. Sur la partie électrique, donc du coup, j'ai divisé la partie en consommation électrique en deux. La première partie, tout ce qui va être services généraux. Donc là, on va retrouver en fait tout ce qui est centrale d'air, les auxiliaires de circulation,
tout ce qui est serveur, parking, etc. Et puis sur la partie bleue, plutôt la partie bureau, donc où on va retrouver principalement bien la consommation électrique des ventiloconvecteurs, de l'éclairage, évidemment des prises et puis la bureautique, et puis tout ce qui va être annexe. Voilà. Donc on voit bien sur la partie bureau, eh bien, forcément, le taux d'occupation a plus d'impact sur la partie bureau, où on retrouve du coup moins 75% de la consommation, puisque eh bien, il y a eu des arrêts d'équipement, des arrêts de veille, les ventiloconvecteurs, l'éclairage, les ballons d'eau chaude sanitaire. Et en fait, ce qui reste, c'est principalement tout ce qui est veille, les contrôles d'accès, le ménage qui continuait, les BAES, effectivement. Et puis forcément, sur cette première phase, toujours en fait des équipements qui étaient en fonctionnement et qui ne devraient pas, et qui donc sont soumis à des correctifs pour les réduire leur impact. Et puis plutôt sur les services généraux, quand même une baisse importante, puisque, comme je l'ai dit, l'arrêt des CTA a contribué, le fait de l'optimisation de la partie parking pour laisser que l'éclairage de sécurité sur certains étages, parce que vu que le bâtiment est très peu occupé, il n'y a pas besoin d'occuper l'ensemble l'ensemble du parking. Et puis toujours quasiment l'intégralité d'ailleurs sur la partie d'avril, mes serveurs qui forcément impactent beaucoup la consommation des services généraux, le PC sécurité, enfin tous les zones de maintenance qui étaient occupées. Voilà. Dernier point, sur la chronologie, en fait, c'est important de noter l'impact en fait, des consommations de manière chronologique. Et là, en fait, quand on regarde un petit peu de manière journalière la consommation électrique d'un bâtiment, c'est toujours assez intéressant de comparer une période d'inoccupation, mais en jour ouvré avec le confinement, avec des périodes d'inoccupation d'avance. Donc, tout simplement de prendre une consommation d'un dimanche et de comparer. Et là, on voit bien qu'avec l'annonce du gouvernement le 16, en fait, ma consommation en jour ouvré a baissé. Et puis, c'était l'occasion de se mettre en ordre de bataille pour dire qu'est-ce que je peux arrêter d'ores et déjà. Et là, on voit bien que dès le week-end suivant l'annonce du gouvernement, on voit bien qu'il y a un décrochage suite à la réalisation de ces différents arrêts et des programmations. Et en fait, on passe d'un talon de 4 MWh jour à un peu plus de 3 MWh. Voilà. Et pendant ce temps-là, c'est là que du coup je reviens un petit peu sur ma feuille de route, c'est de se dire avec l'analyse des consommations via un plan de comptage fiable, via de l'IoT, avec les GTB, etc., eh bien, on peut identifier quels équipements pouvaient être arrêtés parce qu'il n'y en avait pas utilité, ou les reprogrammations, etc., ou des tests GTB qui ont permis d'identifier des régulations qui se faisaient mal. Et puis ça a permis, comme vous voyez à mi-avril, voilà, de remettre en fait des actions en place et de refaire baisser mon talon de consommation d'inoccupation. Là, on voit bien un nouveau décrochage mi-avril grâce à ça. Donc, du coup, c'est pas anodin en fait de prendre du temps. Et en fait, voilà, pendant ces périodes de confinement, c'est ça que ça nous a pris, que tout le monde avait du temps pour se consacrer à cette tâche. Et le fait de bien stipuler en fait quels équipements, comment ils doivent fonctionner, est-ce qu'on ne peut pas optimiser les choses, si oui, comment, et après on le met en place, on voit bien que ça a un impact quand même intéressant sur la consommation des bâtiments. Merci Pierre. Alors pour finir sur le bilan du confinement, l'objectif c'était d'en tirer des enseignements. Donc on vous en liste certains ici. Pierre a évoqué la disponibilité des mainteneurs, c'est un point important qui est relié à l'aspect contrainte de confort. Alors, évidemment, pendant la période de confinement, il y a eu moins de sollicitations, pour le dire
positivement des mainteneurs au sujet des températures et du coup les règles, les bonnes pratiques autour des réglages de température notamment ont pu être suivis plus simplement qu'habituellement. Et ça, c'est un aspect qui a beaucoup contribué à la réduction significative des consommations. Ce qui est très important aussi, c'est que ce qu'on vous a présenté, c'est permis par une mesure fine et dynamique des consommations, et c'est un prérequis. Pierre parlait de plan de comptage. On sent bien que du fait de la période extrêmement courte et des changements très rapides sur des périodes courtes, si on n'a pas cette mesure fiable par usage et dynamique dans le temps, avec des éléments de comparaison, de pré-analyse, c'est assez compliqué de ressortir le type de données qu'on vous a présenté. Et nous, notre sentiment, on y reviendra, c'est que pour la période qui s'annonce et qui a déjà démarré, d'après-confinement, avoir cette mesure dynamique au jour près est absolument fondamentale pour bien mesurer les impacts des actions et bien mesurer par usage, par équipement. Et ça implique sans doute de nouvelles manières de faire aussi dans nos métiers. Mais cette mesure dynamique est fondamentale pour ça. Et notamment parce que c'est un des points qu'on évoque, la variation du taux d'occupation, elle crée une nouvelle donne et elle n'a pas de nature. Là, je pense que vous le voyez tous dans vos organisations respectives. Il y a de fortes chances que cette variation du taux d'occupation soit durable. C'est-à-dire que pour l'instant, malgré le déconfinement, le retour, on ne peut pas dire que c'est un retour à la normale sur le plan de l'occupation des bureaux, hors exception. On peut présager que ça va durer et assez longtemps, et du fait du télétravail qui va s'ancrer peut-être un peu plus dans un assez grand nombre d'organisations. Et donc ça, c'est une nouvelle donne parce que gérer les espaces avec un taux d'occupation qui varie peut-être plus et qui est en tout cas en dessous de ce qu'on avait connu jusqu'à maintenant, c'est une vraie donnée pour l'efficacité énergétique avec laquelle il va falloir composer. Et enfin, réglementairement, je pense que vous êtes peut-être beaucoup à avoir des certifications, à regarder attentivement ce qui se passe avec le décret tertiaire, par exemple, et avoir des objectifs, ça peut être aussi des objectifs RSE, d'atteinte d'objectifs de baisse de conso énergétique. Et ben on se pose la question, c'est une question qui est presque rhétorique, est-ce que ça va avoir un impact sur les réglementations? En tout cas, ça va avoir un impact sur les consommations, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que la réglementation, par exemple sur le décret tertiaire, va adapter par rapport à ce qui se passe et aux recommandations sanitaires les objectifs? Est-ce que tout ça va être pris en compte? On n'a pas la réponse pour l'instant, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et on reparlera tout à l'heure dans tous les cas, même si la réglementation ne change pas, de comment arriver à bien gérer ça dans vos organisations. Voilà, et on extrait de ce bilan du confinement une question qui nous semble importante, c'est comment appliquer certaines bonnes pratiques qu'on a déroulées durablement en tenant compte des recommandations sanitaires. Parce qu'évidemment, la nouvelle donne, c'est les recommandations sanitaires qui sont en train d'être respectées et de pointées. Et c'est un nouvel enjeu qui rend la situation du déconfinement et de reprise d'activité presque plus difficile sur le plan de ce que ça demande dans vos métiers que la situation qu'on a connue pendant le confinement. Voilà. Et ce qui nous amène aux recommandations sanitaires. Donc, CVC, on s'est concentré sur les recommandations sanitaires CVC. Pourquoi on ne voulait pas vous faire l'affront de vous rappeler tous les gestes barrières, les consignes autour du nettoyage, donc les consignes sanitaires dont vous pouvez trouver beaucoup d'informations ailleurs, notamment auprès de la Syntec. Je pense que pour beaucoup, vous avez déjà des affiches et plein de choses qui rappellent ces recommandations et ces préconisations à vos occupants. Donc pour nous, ce n'était pas l'objet. L'objet, c'est de se concentrer, et il y a moins on le voit en littérature et d'informations qui circulent sur ces sujets, sur, en termes CVC, qu'est-ce qui commence à être dit et quelles sont les recommandations à suivre.
Ouais, et Pierre va vous parler d'une étude sud-coréenne qui permet d'illustrer ces choses-là. Ouais, merci. Donc effectivement, nous également, on tient à le dire, on n'est pas médecin et donc du coup c'est important de répéter qu'on tient un point de vue ingénieur et du coup on veut pas comment dire remettre en cause ou juger telle ou telle recommandation. On veut juste un petit peu lister et clarifier un petit peu ce qui a été écrit et ce qui peut être mis en place dans les bâtiments. Donc premièrement, à la fin du mois d'avril, il y a une première partie d'une étude sud-coréenne qui a été publiée donc par l'Autorité nationale de santé publique sud-coréenne autour d'un cluster dans un immeuble mixte, donc au cœur de Séoul, de 19 étages, qui contient une partie bureau du premier au 12 et puis des habitations jusqu'au 19e. Ce qu'on peut voir dans cette étude coréenne, c'est que sur plus de 1100 employés, il y a eu 97 cas de contamination dans le bâtiment. Et ce qu'on peut voir avec le graphique qui est illustré, c'est qu'il y a eu un premier cas confirmé sur le 10e étage de ce bâtiment-là. Et puis, du coup, 2 jours après ou 3 jours après, il y a eu un premier cas sur le fameux 11e étage, donc c'est l'étage qui va nous intéresser. Et alors, l'étude ne montre pas, c'est important de le noter, un quelconque contact entre ce fameux cas du 10e étage et ce fameux cas du 11e étage. Et après, on voit bien au fur et à mesure des jours que au final, le 11e étage, en fait, on voit voilà, à partir de fin février, plusieurs cas en fait, qui se déclarent sur le même étage. Et puis, à partir de début mars, une augmentation exponentielle du nombre de cas confirmés. Parce que en fait, l'ensemble des personnes de ce bâtiment-là ont été testées, donc c'est vraiment des cas confirmés, jusqu'à la fermeture du bâtiment vers le 8-9 mars. Donc voilà, ça montre bien en fait ce qu'on entend en fait sur les durées d'incubation du virus. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est pourquoi en fait le 11e étage le virus s'est répandu. Et puis après, voilà, après la fermeture du bâtiment, le nombre de cas confirmés a fortement chuté. Ce qu'on peut voir sur ce fameux 11e étage, c'est que du coup, c'est un centre d'appel réparti en 2 zones. Donc, ce que vous voyez sur l'illustration, c'est une partie supérieure du centre d'appel, donc avec des bureaux très resserrés, et peu ou prou la même chose sur la partie inférieure. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que sur les 80, les plus de 90 cas concernés sur les cas confirmés, en fait, la plupart sont sur la même partie du bureau de l'open space, donc l'open space, la partie supérieure. Et donc voilà, ça fait un taux en fait de contamination sur un seul étage de 43%, donc ce qui est très très important. Et que voilà, il n'y a pas eu comment dire, il n'y a aucun visiteur ou aucune habitation touchée et que vraiment ça se concentre autour de ce fameux 11e étage et même plus précisément de cet open space, d'un des 2 open space. Et l'étude est encore en train la deuxième partie de l'étude est en train d'être développée, mais ça amène des pistes de réflexion de la part de ceux qui l'ont rédigé. C'est premièrement le brassage d'air. Il semblerait qu'il ait joué un rôle dans la propagation du virus. Donc en fait, voilà, l'étude, ça corrobore d'autres études aussi plus ou moins complètes des pays asiatiques qui ont été touchés en premier, mais aussi voilà, le fait que
Donc, un petit peu le triptyque brassage d'air, enfin, ouais, le brassage d'air ambiant, le fait que les bureaux, ce soit un call center et que ce soit assez dense au niveau de la concentration des personnes, et puis la durée d'exposition, enfin, le fait que les gens soient toute la journée ensemble et qu'il n'y ait pas, d'après l'étude, d'interaction entre les étages, fait que ça pourrait être un vecteur de la propagation du virus. Donc voilà pour illustrer un petit peu le propos. Voilà, pour en revenir sur les sources étudiées pour les recommandations sanitaires, on a essayé de regarder plusieurs sources pour voir un petit peu les différentes spécificités et pas que français, mais aussi mondial. Et du coup, on a pris quatre entités pour la partie française. C'est le ministère de la Santé, le ministère du Travail, l'Institut national de recherche et de sécurité, et puis l'Association d'ingénieurs françaises, la ICVF. Et en fait, tout le monde suive peu ou prou les mêmes recommandations et chacun apporte quelques éléments supplémentaires et notamment, c'est intéressant de voir que par exemple, pour le ministère de la Santé, en plus des recommandations qu'on verra tout à l'heure, qui sont assez communes à l'ensemble des acteurs français listés, on voit que le ministère quand même de la Santé préconise du coup un arrêt des systèmes de ventilation et de climatisation du local ou de la zone dans lequel un patient aura été isolé. Et voilà, c'est l'air recyclé doit être obligatoirement arrêté. Donc en fait, ça montre bien, en plus de notre étude coréenne, que du coup, quand on est un établissement de santé et qu'on a potentiellement, même en fonction des zones, que ce soit des EHPAD ou des hôpitaux, des gens fragiles et qui sont affectés, le sujet du recyclage d'air pour traiter thermiquement un espace est une question. Et du coup, après, les autres entités suivront les mêmes éléments sans être forcément aussi strict sur cet aspect-là, mais c'était quand même important de le noter, cette petite particularité de tout ce qui va être établissement de santé. Et puis, d'un point de vue international, on a pris deux exemples, donc deux associations d'ingénieurs très reconnues dans le monde. Donc, première, c'est CIPSI, qui est l'association d'ingénieurs, on va dire, britannique, mais aussi pour la partie Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande et les Émirats arabes unis. Et puis ASHRAE, donc l'association nord-américaine. Et en fait, on retrouve en fait les mêmes recommandations de remise en fonctionnement des bâtiments avec malgré tout des éléments un peu plus poussés sur la différenciation entre différents systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage. Voilà. Donc, qu'est-ce que ces entités nous disent? Premièrement, c'est de faire fonctionner nos systèmes de ventilation en tout air neuf pour faire en sorte de renouveler l'air au maximum. Donc, cet élément-là, il n'est pas forcément simple à mettre en œuvre, puisque la plupart des systèmes GTV ou de régulation ne permettent pas initialement de faire ça. Donc, en fait, ça implique de l'humain pour aller dans le local en question, ouvrir les volets d'air neuf et arrêter la reprise pour faire en sorte qu'il soit totalement extrait. Et du coup, voilà, les GTB aujourd'hui sont, on va dire, en grande majorité pas capables de faire ça de manière automatique. Mais également, voilà, de dire sur ces systèmes-là, je vais aussi arrêter en fait les roues de récupération qui pourraient favoriser la propagation du virus. Et bien évidemment, arrêter si
dans vos bâtiments ISA, les CTA ont tout air repris de facto. Le deuxième point, c'est eh bien d'élargir les plages horaires de mes systèmes de ventilation. Donc, en fait, il est conseillé de faire fonctionner sur des plages horaires étendues, voire 24 heures sur 24, les centrales d'air. Donc, si les systèmes sont capables de minimiser le débit sur certaines périodes, eh bien, il est possible de le faire. Mais en tout cas, il est conseillé de faire fonctionner les systèmes de ventilation au maximum pour apporter le maximum d'air neuf dans les locaux. Si votre bâtiment il est possible d'ouvrir les fenêtres, eh bien, il est conseillé de le faire. Donc voilà, vous pouvez favoriser cette pratique pour notamment voilà, les pauses déjeuner, en profiter pour ouvrir les fenêtres, ça peut être profitable. Et ensuite, alors, un point intéressant et qui se révèle assez critique en soi, c'est d'arrêter le recyclage d'air, même si le traitement terminal donc, est réalisé par cette voie-là. Donc là, on voit bien que on va se confronter à un problème parce que d'un côté, on verra aussi tout à l'heure, mais on me demande en fait de fonctionner en tout air neuf et puis d'arrêter mon recyclage d'air. Donc en fait, thermiquement et mes équipements, en fait, ça peut poser des problèmes. Donc on le verra par la suite. L'autre point, c'est de remplacer les filtres sur la ventilation selon le calendrier habituel. Alors, voilà, l'idée en soi, c'est de se dire, bah voilà, bien faire attention à ce calendrier, qu'il n'y ait pas de retard, parce que forcément, ça peut favoriser la propagation du virus. Mais malgré tout, on se pose quand même la question de se dire, bah, sur le fait qu'on va plus solliciter ma centrale d'air au niveau de mon volet d'air neuf, il serait peut-être judicieux de regarder attentivement l'encrassement des filtres d'air neuf, puisqu'ils est plus sollicité, ben, ils vont peut-être s'encrasser un peu plus vite. Donc, selon le calendrier habituel, pour nous, ça peut quand même être regardé de plus près. Et puis enfin, sur les débits de ventilation, c'est l'occasion aussi de bien vérifier que les débits de 25 mètres cubes par personne sont bien respectés. Parce que durant la vie du bâtiment, le système aérolique peut être déséquilibré. Et sur certaines zones, eh bien, il est possible qu'on dépasse, peut-être qu'on dépasse ce débit-là. Et du coup, c'est l'occasion de pouvoir faire des tests et peut-être faire un rééquilibrage aérolique du système de ventilation. Voilà le panel des recommandations. Et si on peut faire une synthèse des équipements qui sont, on va dire, qui matchent avec les recommandations sanitaires, c'est de se dire, bah, mon radiateur électrique ou mon radiateur à eau chaude, lui, bah, il ne va pas faire de brassage d'air ou il ne va pas utiliser de l'air repris, donc ils sont compatibles. Pareil pour tout ce qui est plancher rayonnant. Et puis par contre, pour mes poutres climatiques, ben, c'est convenable également dans la mesure où le traitement se fait avec l'apport d'air neuf. Donc du coup, tous ces équipements-là, on va dire, on essaie de lister au maximum. Après, peut-être d'autres équipements, mais on va dire les grandes familles d'équipements. La première, voilà, ces quatre équipements sont compatibles. Ensuite, par rapport à ces recommandations, il y a quand même des équipements où il faut être vigilant. C'est tout ce qui va brasser l'air, donc des ventilateurs simples, hein, mais aussi voilà, tout ce qui est clim portative, des ventiloconvecteurs, du coup, voilà, qui fonctionnent avec les repris et brassage d'air. Du coup, c'est pas forcément compatible avec ce qui est écrit dans les recommandations. Et pareil pour les aérothermes. On attire votre attention également sur les centrales d'air, parce que pour que ces équipements puissent fonctionner selon les recommandations sanitaires, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller faire des actions en local, à moins que la GTB le puisse, mais globalement,
c'est difficile, pour faire en sorte qu'une CTA suive les recommandations sanitaires. Donc, ouvrir les volets d'air neuf à 100%, élargir les plages de fonctionnement, arrêter les roues de récupération et faire en sorte que la reprise soit rejetée. Voilà. Merci Pierre. Donc là, on vous a listé les recommandations sanitaires et les implications que ça avait notamment sur les équipements. Maintenant, on va regarder comment mettre en œuvre ces recommandations, sous-entendu, puisque c'est l'objet du webinaire, comment les mettre en œuvre de manière vertueuse sur le plan énergétique. En tout cas, de limiter les dégâts, ça dépend de comment on regarde le sujet. Donc, on va regarder différents scénarios tout à l'heure et on va essayer de vous dire comment nous, on imagine justement une conciliation vertueuse entre ces recommandations qu'on vient de lister et l'efficacité énergétique de vos bâtiments. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Ce que je vous propose, c'est à la fin de prendre un petit moment pour y répondre, si ça vous convient. Et en tout cas, on les note et on essaiera de vous répondre autant que faire se peut à la fin. Je reviens juste sur le slide précédent. Voilà. Ce qui nous paraît, Pierre, on a parlé tout à l'heure, il y a une question, en tout cas un constat assez fort qu'on a fait pendant la période de confinement et qu'on fait dans cette période nouvelle de déconfinement, c'est l'importance d'avoir une équipe qui est coordonnée pour traiter de ces sujets, et encore plus que d'habitude, parce que c'est des sujets qui nécessitent, on l'a vu, beaucoup d'allers-retours, d'avoir différentes phases de tests, d'analyse pour être sûr que la feuille de route soit tenue. Et donc nous, ce qu'on conseille comme équipe, on va dire, idéale pour coordonner ces sujets-là, c'est évidemment le maître d'ouvrage et ou l'occupant, le mainteneur qui a un rôle fondamental, on en a parlé, et un energy manager ou une energy manager qui va regarder le sujet plus spécifiquement justement de l'efficacité énergétique et va pouvoir apporter un œil différent peut-être sur les choses qui sont mises en place du côté du mainteneur et du maître d'ouvrage. L'energy manager, il peut être, certains d'entre vous, vous avez les ressources en interne et d'autres, vous n'avez pas forcément les ressources en interne, mais l'idée, c'est d'avoir ce regard, cette compétence pour pouvoir traiter de ces sujets et mettre en place des recommandations sanitaires sans générer trop de dérives sur le plan énergétique. Voilà, vous avez les différentes missions de chacun. Je pense qu'en fonction de là où vous vous situez respectivement, c'est des missions que vous connaissez bien et dont vous avez l'habitude. Peut-être précision qui nous semble importante, c'est l'organisation de revues régulières dans des réunions énergie, donc sur lesquelles on va vraiment se focaliser sur, voilà, on a mis en place ce qui était défini sur la feuille de route des recommandations sanitaires. Maintenant, étudions aussi l'impact que ça a énergétiquement par usage pour justement contrôler qu'on arrive à concilier les deux sujets. Et ça, c'est fortement facilité, ce dialogue lors de ces réunions et plus globalement par une plateforme énergie qui va vous permettre de discuter sur des données qui sont déjà préanalysées, qui sont comparées, qui sont fiables pour arriver à éviter des fichiers Excel qui pourraient prendre beaucoup de temps notamment et avoir vraiment une base de référentiel commune. Donc, certains d'entre vous utilisent la plateforme Énergie Adviseo pour cela. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette notion, comme on le disait, fine et dynamique de vos données. Ouais, je vais laisser la parole à Pierre pour les différents scénarios qu'on évoquait tout à l'heure. Alors en fait, on a essayé de mettre, comment dire, sur l'illustration des différents scénarios de reprise pour tous les décideurs et de voir un peu les impacts sur le triptyque impact énergie, impact confort et impact sanitaire. Parce que maintenant, on va dire, c'est la nouvelle donne dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et comme je dis tout à l'heure, le scénario A, si on suit les recommandations sanitaires, on va dire à la lettre, on se retrouve dans le scénario A où on doit
ventilé 24 heures sur 24 en tout air neuf, pas d'air brassé en repris, donc j'arrête mes ventilos convecteurs. Eh bien, foncièrement, au niveau énergétique, je vais être bien. Comme on a vu tout à l'heure, la part ventilo-convecteur est très importante, tant, alors si vous êtes en cas de tube, hein, sur l'eau chaude, l'eau glacée, électricité. Mais par contre, au niveau confort, bah, ça ne va pas du tout aller, parce que du tout, bah, j'ai plus de traitement terminal, donc là encore, on est dans des périodes, même si voilà, il fait doux, mais on est des périodes pas non estivales, pardon, et donc voilà, ça ne va pas être critique, mais si la situation dure avec l'été, ben, au niveau confort, ça va pas le faire. Et puis par contre, ben, voilà, moi je vais respecter ma partie sanitaire. Ensuite, le scénario B, voilà, il y a quand même des discussions, c'est de dire ben, je vais faire fonctionner mes centrales d'air en tout air neuf pour respecter du coup cette partie apport d'air neuf dans les bureaux, mais je vais continuer à faire fonctionner mes ventiloconvecteurs parce que le service que je donne à mes collaborateurs ou à mes locataires ou que sais-je, eh bien je peux pas comment dire, complètement ne pas prendre en compte cet aspect confort. Donc du coup, eh bien, je me retrouve à avoir un impact énergie mauvais, puisque eh bien, sur la partie ventilation, traiter de l'air 100% air neuf, eh bien, je vais utiliser plus d'énergie qu'en temps normal. Donc au niveau énergétique, je ne vais pas du tout m'y retrouver. Par contre, au niveau de confort, bah, là, je vais être bien, normal. Et vis-à-vis des recommandations, eh bien, vis-à-vis de l'aspect sanitaire, je vais pas forcément respecter toutes les recommandations qu'on me propose. Et donc en fait, si on s'arrête là, en fait, on se retrouve à choisir, bah, soit je fais l'impasse sur le confort, mais par contre, je respecte le niveau sanitaire, et soit je ne respecte pas l'ensemble des recommandations, mais par contre, au niveau confort, je m'y retrouve. Et donc en fait, pour vaincre un petit peu cet état de fait, cet immobilisme, on s'est dit, bah, il y a peut-être des solutions alternatives qu'il faut peut-être envisager, peut-être tester, et essayer de se dire, bah voilà, ok, je vais faire fonctionner mes systèmes de ventilation 24 heures sur 24 en tout air neuf, mais peut-être que si je réalise du brassage d'air quand mon bâtiment est fermé, donc typiquement avant l'arrivée des collaborateurs, je vais faire en sorte de baisser la température intérieure pour, entre guillemets, tenir quelques heures de plus avec un confort sans forcément brasser de l'air. Et évidemment, limiter au maximum les apports solaires, donc fermer tous les stores. C'est peut-être pas idéal, mais bon an, mal an, au niveau énergétique, on va pas prendre de surconso. Au niveau du confort, eh bien, on va pas être très bon, mais on va limiter forcément la casse. Et puis, par contre, au niveau sanitaire, eh bien, du coup, je vais respecter ce qu'on me demande. Donc voilà, il y a des alternatives en fait. Il faut prendre le temps, je pense, de réfléchir à des scénarios qui peuvent être envisagés pour essayer de respecter les recommandations sanitaires, mais aussi voilà, ne pas faire l'impasse sur le confort, parce que c'est quand même un point important. Aussi, un autre point qu'on peut se poser, c'est la rationalisation de l'espace. On voit bien que durant cette période post-confinement, le taux d'occupation, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, il n'est pas à 100%, il n'est pas à son taux d'occupation nominal. Et du coup, est-ce qu'on ne peut pas rationaliser l'espace pour faire en sorte de ne pas faire fonctionner certaines zones? Voilà. Donc, je vous ai pris un exemple d'un bâtiment avec 7 CTA en toiture. Et donc l'apport d'air neuf se fait via ces CTA, via une colonne descendante qui répartit du coup dans les gaines l'air neuf. Et bon, c'est la même entreprise sur plusieurs étages. Et donc en fait, ce qu'on peut envisager peut-être, en tout
cas c'est ce qu'on pose, c'est de se dire, eh bien, je peux peut-être rationaliser l'espace en ne laissant pas en fait toutes les personnes s'installer dans leur bureau habituel, mais peut-être évidemment en respectant les règles de distanciation, mais s'appuyer sur des taux d'occupation fixés, des horaires d'occupation aménagés, se dire comment est distribué aéroliquement mon bâtiment et est-ce que je ne peux pas du coup occuper certaines zones de mon bâtiment et en laisser inoccuper certaines autres, ce qui me permettrait du coup d'optimiser les consommations énergétiques des zones non occupées, sur l'arrêt des ventiloconvecteurs, l'arrêt de l'éclairage. Et en fait, tout ça, tout en respectant, je tiens à le répéter, les règles de distanciation, les gestes barrières, etc. Il y a des gisements d'économie d'énergie qui peuvent être réalisés par ce biais-là, peut-être en fonction des dispositions dans vos bâtiments. Donc, c'est intéressant en fait de se pencher sur la question, d'étudier les pièces techniques, des DOE, et de voir un peu comment ça s'articule pour pouvoir voir si c'est compatible ou pas. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a voilà, tout un tas d'actions en fait. C'est que j'en ai parlé un petit peu tout au long du webinaire, mais il y a des actions de sobriété énergétique couplées effectivement aux préconisations sanitaires qu'on peut mettre en place. Et bien, typiquement, sur les actions collectives, ça va être limiter les apports solaires. On voit bien que l'aspect confort va être un enjeu des prochaines semaines. Donc, autant que faire se peut, si on peut limiter les apports solaires, eh bien, on doit le faire. Sur tout ce qui est auxiliaire, eh bien, s'il y a des parties du bâtiment qui ne sont pas occupées, du coup, je ne vais pas faire fonctionner mes systèmes et donc les auxiliaires ne doivent pas fonctionner non plus. Et pareil, pour mes CTA qui fonctionnent en 100% R9, ce n'est pas la peine de faire fonctionner les pompes d'eau chaude et d'eau glacée qui alimentent mes batteries sur les mêmes programmes horaires. Il vaut mieux les mettre en fonction des horaires d'occupation. Et puis, sur la production chaud ou froid, tout simplement de se dire est-ce que je ne peux pas arrêter des groupes froids si mon eau glacée est réalisée à partir de groupes froids. Est-ce que je peux augmenter ma consigne basse pression pour faire en sorte que vu que mes apports sont moindres, je peux peut-être augmenter la consigne et donc ça va me faire baisser le régime, donc des économies d'énergie. Et puis avoir, en fonction si vous êtes alimenté avec des échangeurs, de voir cette fois-ci en relation avec le fournisseur, voir si je ne peux pas couper hydrauliquement un échangeur pour faire l'échange thermique que sur un et donc améliorer l'échange sur cette partie-là. Et puis, il y a des actions avec l'occupant qu'on peut faire au fil de l'eau, c'est de se dire, voilà, arrêter l'éclairage sur des zones qui ne seraient pas du tout occupées, ou revoir en tout cas les programmes. Sur le parking, j'en ai parlé tout à l'heure, s'il y a des zones parking qui ne sont pas occupées, laisser que l'éclairage de sécurité et arrêter le 2/3 sur le programme horaire. Tout ce qui est veille d'équipement, les TV, les machines à café, les snacks, etc. Tout ce qui est imprimante, si ce n'est pas utilisé, vous pouvez gagner ça. Et puis sur la partie ECS, de la même manière, les ballons ECS électriques. Si le RIE n'est pas occupé, pareil. Et puis si c'est sur un réseau de chauffage, consigner le réseau ECS. Voilà. Avec tout ça, si on fait une projection un petit peu sur 2020 de vos différents suivis de consommation d'énergie, en fait, on a pris comme hypothèse de se dire, au final, le point critique, ça peut être en fait toute la partie estivale. Et donc, on voit dans les différents plans de reprise de nos clients et de l'occupation des locaux qu'en fait, l'occupation va être partielle au moins jusqu'à septembre. Donc, à partir de septembre, les entreprises aujourd'hui prévoient, alors évidemment, c'est des hypothèses, prévoient de faire revenir les salariés, mais toujours avec cet aspect sanitaire au niveau de l'apport d'air neuf. Et voilà, l'hypothèse, c'est de se dire, OK, je vais faire revenir mes collaborateurs.
je vais refaire fonctionner mon traitement terminal en brassage d'air, mais je vais quand même favoriser l'apport d'air neuf. Donc voilà. À partir de là, on a essayé de faire une projection du coup jusqu'à décembre 2020 et on voit bien que à partir du moment où il y a eu le confinement, tout ce qu'on a mis en place pour arrêter ou changer les programmes horaires, comme je dis tout à l'heure, ça a un impact très net dès le début. Donc dès avril, on voit un décrochage par rapport à la consommation de 2019. Donc la consommation de 2019, c'est la droite que vous voyez. Et puis les histogrammes, c'est les consommations réelles plus ma projection. Avec mon hypothèse de, au final, j'arrête mes ventiloconvecteurs, mais pour respecter les recommandations sanitaires, mais je fais fonctionner mes centrales d'air en 100% R9, eh bien, je vois que je gagne sur la période estivale. Si vous rappelez un petit peu mon graphique de consommation mensuelle d'eau glacée de tout à l'heure, on voit que la partie ventiloconvecteur, elle est très importante sur la consommation d'eau glacée totale de mon bâtiment. Donc forcément, en période estivale, par rapport à 2019, je vais économiser beaucoup d'énergie. Et puis à partir de septembre, eh bien, là, je vais perdre un petit peu de performance. C'est normal parce que j'aurai une occupation pleine de mon bâtiment. Je vais refaire fonctionner mes ventiloconvecteurs et par contre, je vais avoir une plus faible performance sur mes centrales d'air parce que je vais fonctionner en tout air neuf. Et dans tout ça, quand même, si on fait un bilan, ça peut quand même atteindre jusqu'à 20% d'économie d'énergie par rapport à l'année dernière, donc ce qui n'est pas neutre. Et voilà, ça montre bien que s'investir dans cette démarche et essayer d'envisager des scénarios qui font que je vais réaliser des baisses de consommation, c'est pas neutre et ça a quand même un intérêt très important d'y réfléchir. Donc voilà. Merci Pierre. Je pense qu'il est important de préciser sur le slide précédent, et on vient à la conclusion juste après, c'est que c'est donc un des scénarios, comme vous l'avez vu, qu'on vous avait listé, en l'occurrence le scénario A, si mes souvenirs sont bons, scénario qui respecte jusqu'à septembre, donc à la lettre, les préconisations sanitaires. Et cet exercice, en revanche, le scénario il peut changer, les hypothèses peuvent varier, notamment les hypothèses de taux d'occupation, d'un retour quasiment normal en septembre. Ça, c'est fort probable que dans différentes organisations, ce ne soit pas aussi mécanique que ça. Mais dans tous les cas, cette méthodologie, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, cette méthodologie de suivi et de mesure, quel que soit le scénario que vous choisissez dans vos organisations, elle est absolument fondamentale. Et on y reviendra pour aussi des questions d'atteinte d'objectifs dans le cadre de réglementation ou de politique interne. C'est des projections qui sont importantes à faire quoi qu'il arrive. Donc, pour conclure, et après on viendra aux questions-réponses et on relaiera aussi des remarques pertinentes qui ont été faites. Ce qu'on constate, peut-être que c'est le constat que vous faites aussi dans vos organisations, c'est que les bâtiments et leur gestion technique ne sont pas forcément adaptés, dimensionnés pour répondre à la problématique sanitaire qu'on rencontre. Pierre parlait tout à l'heure d'intervention humaine qui serait, quoi qu'il arrive, requise pour… il y a le slide qui a bougé. Donc, l'intervention humaine qui serait, quoi qu'il arrive, requise, par exemple, pour faire des modifications sur les CTA. Il y a aussi tout un aspect, j'allais dire, technologique qui, sans doute, va s'adapter progressivement à cette nouvelle situation. Mais en attendant, ça nécessite beaucoup d'adaptation de vos côtés. Et c'est là où les notions de plan de comptage et d'analyse et le triptyque qu'on a présenté humain nous semblent vraiment une clé de succès. Avant justement, peut-être que les solutions technologiques soient plus adaptées à ces nouvelles problématiques. Ensuite, vous l'aurez compris, notamment à la lumière de l'étude sud-coréenne, mais pas seulement, il y a d'autres littératures qui sortent sur ces sujets. Les open space présentent évidemment des risques accrus de propagation et en plus,
l'open space empêche la solution de se dire bah, j'ai isolé certains de mes de bureaux fermés et je peux du coup, par exemple, laisser mes ventiloconvecteurs pour des bureaux qui seraient fermés. Il y a de moins en moins d'organisations qui ont cette disposition-là. Même s'il y a des bureaux fermés, ce n'est pas toujours facile de distinguer sur vos GTB et sur les équipements le fait d'isoler telle ou telle partie du bâtiment. Tout ça fait qu'il y a une vraie question sur l'avenir de l'open space qui est en train de se poser. On n'est pas là pour répondre à cet élément-là, mais c'est quelque chose qu'il faut en tout cas considérer. Parce que ça a un impact, là, pour le coup, très fort sur la manière dont vous allez gérer les équipements pour répondre aux recommandations sanitaires. L'autre message qu'on voulait vous passer, c'est que c'est possible. C'est un point important, c'est-à-dire qu'on est dans une phase inédite, très exceptionnelle, qui, pour tous les métiers, on n'est pas les seuls concernés, mais crée des nouveaux enjeux. Mais on pense que c'est possible de concilier l'enjeu de recommandations sanitaires et de sobriété énergétique. Il y a des scénarios qui sont plus, on va dire, vertueux que d'autres, hein, vous aurez pu le voir. Maintenant, on n'est pas dupe. Le scénario, ce sera intéressant d'avoir vos avis sur cette question dans l'échange qui va suivre, mais on sait très bien que le scénario notamment des ventiloconvecteurs qui ne fonctionnent pas tout l'été, avec les conséquences de confort que ça a, ne vont pas être suivis par toutes les entreprises. Donc voilà, ça, on le considère. Maintenant, les autres scénarios peuvent avoir des conséquences plus ou moins négatives sur votre efficacité énergétique en fonction de la manière dont vous le menez. C'est ça qu'on essaie de vous présenter. Et dernièrement, et c'est lié, l'année 2020, elle crée une complexité nouvelle. On l'a vu déjà dans la mise en place des actions de performance énergétique, mais aussi dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs de performance énergétique. Et ça, je pense que vous êtes tous plus ou moins concernés, que ce soit par des objectifs fixés par des politiques RSE, par le décret tertiaire, par des certifications ISO 50001, BREEAM, que vous pouvez avoir à gérer dans vos organisations. Et pour prendre l'exemple du décret tertiaire, ce qu'on vous conseille fortement dans le scénario qui est sans doute le plus plausible de manière macro, où vous auriez une baisse de consommation significative sur 2020, ce qui est aussi l'effet du confinement, hein, on l'a vu sur la projection de Pierre qui joue beaucoup. Si vous avez une année 2020 qui est exceptionnellement basse sur le plan des consommations énergétiques, ce ne serait pas une très bonne idée de la prendre comme référence pour vos objectifs liés au décret tertiaire. Par exemple, ça paraît anodin, mais quand on regarde les chiffres, ça ne l'est pas. En tout cas, c'est vraiment à regarder spécifiquement. Donc là, je prends l'exemple du décret tertiaire, mais ça pourrait être aussi pour des objectifs que vous auriez par ailleurs. Et du coup, pour résumer notre approche des prochains mois, le suivi dynamique, rigoureux, il va être fondamental. Trouver des compromis. On n'est pas dans l'idée de dire on sait que tout ne va pas être idyllique. C'est peut-être l'idée de compromis, c'est aussi parfois limiter les dégâts. On sait aussi que très bien les difficultés que vous avez dans vos organisations de ressources qui rendent parfois le cheval de bataille de l'efficacité énergétique complexe. Mais il faut pas lâcher. Et nous, en tout cas, on peut être là pour vous aider si vous voulez qu'on échange sur ces sujets. Et après, c'est un des points d'ailleurs qui était mis dans les questions, donc ça me permettra de faire une transition. Il faut aussi veiller aux technologies et aux avancées, que ce soit pour les filtres, pour les revêtements, pour les purificateurs, de suivre un peu ce qui va se passer sur ces éléments-là. Et Stéphane, du coup, nous faisait une remarque, et on va pouvoir passer aux questions-réponses, que se pose la question de la décontamination des équipements de production de froid et de chaleur, notamment ceux qui ont des surfaces métalliques et textiles, donc avec des gaines de diffusion, du soufflage. Pierre, tu rejoins ce qui est dit là-dessus? Sur cet aspect, en fait, c'est assez difficile. En tous les cas, sur la contamination de ces éléments-là, en l'état,
je vois pas pourquoi de base il serait souillé. Donc après la décontamination de ces éléments-là n'est pas forcément cruciale. Mais effectivement, s'il y a comment dire, des éléments qui seraient potentiellement sujets à contamination, oui. Ouais. On va passer sur le slide des questions-réponses et on prend les premières questions. Donc, n'hésitez pas à la fois à poser les questions que vous auriez par rapport à ce qu'on s'est dit, vos doutes sur la situation actuelle au sein de vos organisations respectives. Et aussi, on est intéressé par, que ce soit dans ce webinaire ou ultérieurement, de vous entendre sur les différents scénarios qu'on a évoqués. Peut-être qu'il y a des tendances qui se dessinent. Je reviendrai sur le slide avec les 3 scénarios et on pourra faire une rapide étude là-dessus. Ce sera intéressant pour nous de savoir comment se dessinent les choses au sein de vos organisations. On a une question donc, du coup, que je relais. Effectivement, ce qui est rappelé, c'est qu'il y a une surconsommation engendrée par le passage en tout air neuf, mais que cette surconsommation, Pierre, était du coup compensée par l'arrêt total des appareils terminaux. Et ce qui est posé comme question, c'est dans le cas des bâtiments tertiaires où les appareils terminaux ne seraient pas arrêtés. Voilà, on vient au cœur du sujet. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur sur la surconsommation engendrée par le tout air neuf? Donc, c'est le fameux, je pense, moins qu'on avait sur la dimension énergétique du scénario A, si je ne m'abuse. Je vais peut-être d'ailleurs revenir du coup sur le slide pour qu'on l'ait en visu. En fait, encore une fois, là-dessus, c'est toujours difficile de donner un chiffre précis puisque ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de la rigueur climatique future, de vos points de consigne. Mais en tout cas, voilà, sur cette partie ventilation, voilà, je pense qu'il n'est pas exagéré de dire qu'on peut facilement atteindre 30 à 50% de plus sur cet aspect-là. Mais voilà, encore une fois, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ce qui va faire très chaud pendant longtemps, quels sont vos points de consigne, est-ce que voilà, plein de paramètres intrinsèques à l'équipement et au climat qui va faire en sorte que ça peut plus ou moins être impactant. Et il y a une réponse, un élément de réponse aussi qui est apporté par quelqu'un qui travaille dans le milieu des CTA et de la filtration et qui est estimé à plus 20-30% le fait de passer en tout air neuf avec une CTA avec 80% de recyclage. Donc le cas assez classique. Donc ça corrobore effectivement, Pierre, ce que tu disais sur un impact qui peut être très fort. Merci du coup pour l'apport sur cette question. Et à la volée, si les choses sont anonymes en l'occurrence, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout pour ficher qui que ce soit, mais dans les scénarios qu'on évoque, donc qu'on a devant les yeux, A, B, C, est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine dans votre organisation? Vous pouvez mettre juste la lettre hein, si vous le souhaitez dans la conversation sur les questions-réponses. Voilà, ça nous intéresse de savoir un peu comment les choses se dessinent, si c'est A ou B, c'est-à-dire quelque chose de très tranché sur les ventilos convecteurs, ou si vous étudiez des scénarios peut-être plus alternatifs, comme le scénario C que vous proposez Pierre. Et ça, c'est des éléments qu'on sera aussi heureux de discuter avec vous, évidemment, ultérieurement. Donc, vous retrouverez nos coordonnées d'Adviseo et de Pierre et moi-même sur la présentation. On sera heureux d'échanger avec vous sur ces sujets. Je regarde en parallèle si on ne rate pas d'autres questions. Pierre, est-ce que tu avais peut-être d'autres éléments à apporter? En tout cas, on espère que ce webinaire vous aura été utile et que les informations qu'on vous a
partagés vous aideront dans vos organisations à mettre en œuvre les actions vertueuses sur le plan de l'efficacité énergétique, tout en respectant évidemment les recos sanitaires. D'ailleurs, Xavier, à propos des recommandations sanitaires, vous trouverez effectivement au niveau des recommandations sanitaires toutes les sources qui ont été utilisées pour réaliser ce document, avec le détail de ce que disent chaque entité et donc quelles informations vous pouvez retrouver parfois spécifiques sur chacun des acteurs listés. Voilà. Tout à fait. Et notamment celles qu'on citait, les études internationales, qui parfois sont un peu plus riches. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil de ce côté. Et nous, ce qu'on essaiera de faire, on parlait du suivi évidemment pour nos clients. Ce qu'on essaiera de faire, c'est aussi de vous tenir informés avec votre accord et autant que faire se peut, des évolutions qui pourraient avoir des impacts forts sur ce qu'on s'est raconté aujourd'hui, que ce soit sur des équipements, des pratiques nouvelles ou des impacts réglementaires qui pourraient en résulter. Je pense que vous suivez tout ça avec grande attention. On essaiera aussi de vous partager ces informations quand elles nous arrivent. On n'a pas abordé les questions juridiques parce que déjà, c'est pas on n'a pas spécifiquement de légitimité là-dessus. Et je pense que c'est des sujets que vous creusez aussi de votre côté. Et aussi parce qu'il n'y a pas encore, on travaille avec des avocats sur certaines problématiques. On sent que les choses, comme elles sont nouvelles, il n'y a pas encore beaucoup de recul. Et donc, juridiquement, les choses ne sont pas encore extrêmement nettes du côté du respect des recommandations sanitaires et des impacts, des conséquences que ça pourrait avoir de ne pas les respecter ou de les respecter en partie. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on pourra mettre un terme au webinaire. Précision importante, donc on vous mettra à disposition le contenu de cette présentation. On vous l'enverra par email et vous pourrez du coup le revisionner ou le partager de votre côté à toute fin utile. N'hésitez pas évidemment à nous contacter. Vous retrouverez nos coordonnées sur le support pour qu'on puisse évoquer vos problématiques respectives. On a bien vu que toutes ces questions sont très dépendantes de vos différentes situations. On espère qu'on a couvert un maximum de vos problématiques. Et on vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci Pierre. Merci. Et on essaiera de faire d'autres webinars si celui-ci vous a apporté des informations pertinentes dans les prochains mois. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Merci, à bientôt. Très bonne journée. Je vous en prie.